Bonjour à tous. Je voulais dire un petit mot pour démarrer le panel avant de laisser la parole à Jérôme pour qu'il puisse présenter un petit peu ce dont on va parler. Je voulais simplement vous remercier d'être venu et j'espère que vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui. C'est le but, d'avoir un débat ouvert et sans tabou sur le sujet de la mesure de l'impact du digital sur les magasins. Donc profitez bien et Jérôme, je te donne la parole. Oui, merci Benoît. Effectivement, comment mesurer l'impact du digital en magasin en l'absence de standards? Ça sera le sujet de notre table ronde au cours des 45 prochaines minutes. Et on va démarrer par un premier tour de présentation très rapide, en quelques mots, en quelques chiffres. Stéphanie Benlou, vous êtes en charge de la performance Media Manager chez PSA Retail. On rappelle en quelques chiffres votre activité? Oui, alors bonjour à tous, Stéphanie Benlou, je me présente. Alors je travaille pour le réseau PSA Retail, donc qui est le réseau de distribution propre de PSA. Donc en quelques chiffres, on a à peu près 380 concessions en Europe, dans 10 pays, 160 concessions en France. On distribue 4 marques qui sont Opel, Citroën, Peugeot et DS Automobiles, à peu près 10 000 emplois et on se positionne sur 4 secteurs d'activité qui sont la vente de véhicules neufs, véhicules d'occasion, après-vente et pièces de rechange. Bonjour à tous. Merci. Donc à votre gauche, Jordan Couteau, en charge de Ikea chez Webmaker. Pareil, même question, est-ce que vous pouvez présenter votre agence en quelques mots, quelques chiffres et votre principal client? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, Jordan Couteau, effectivement, je suis chez Webmaker. Je m'occupe d'Ikea, entre autres, mais le sujet d'aujourd'hui me rapproche plutôt d'Ikea que de mes autres clients. Webmaker, c'est la fusion de Media et de Wavemaker, c'est assez récent. On a rejoint le réseau il y a à peine un an. On est 300 en France, on fait partie de Groupe M. Je pense que beaucoup de monde ici connaissent Groupe M. On a beaucoup de clients dans divers secteurs d'activité. Et effectivement, quelques retailers spécialisés et généralistes avec lesquels on a beaucoup de problématiques de drive to store. Merci. À votre gauche, Guillaume Tassetto, le CEO de Kairos. Kairos, une start-up qui a quand même déjà 10 ans. Alors oui, c'est pas ça qu'on dit aux investisseurs. On leur dit qu'on existe depuis l'année dernière. Mais, effectivement, on a lancé l'offre l'année dernière en janvier 2018. On mesure l'impact sur le trafic en magasin de la publicité, online et offline. Donc on a déployé en un an 11 000 magasins, en pleine année RGPD. Avec des boîtiers? Avec des boîtiers en magasin. Je reconnais quelques têtes, mais encore trop peu à mon goût. Donc on a encore un peu de chemin à faire. Et on optimise également les campagnes à partir de données qu'on arrive à collecter en point de vente pour arriver à identifier les cibles plus affinitaires avec le trafic en magasin dans le média. Et Benoît Grouchko qui s'est présenté, mais peut-être on peut revenir sur les grands chiffres de Timo aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, en 2 mots pour Timo, on a lancé l'activité en 2015, fin 2015 en France, et on a lancé l'activité aux États-Unis fin 2017. Et donc aujourd'hui, on est présent, on est une petite cinquantaine de Timoniens répartis entre Paris et New York. Avec une équipe aux US. Alors, on va en reparler avec Stéphanie. 2018 a été une année de transition sur le marché du drive to store. Aujourd'hui, on peut dire que 2019, c'est retour aux affaires. On accélère, on investit. Oui, tout à fait. Alors, je laisse le micro. Oui, effectivement, on avait un petit peu arrêté l'année dernière quand il y avait eu l'émergence des problèmes avec la GDPR, mais là, on avait recommencé à investir sur plusieurs fournisseurs sur le drive to store et effectivement avec des performances qui sont tout à fait acceptables et bien meilleures même que ce qu'on avait eu. Donc vous, votre problématique, évidemment, c'est de renvoyer les gens en concession, voilà, et d'alimenter votre réseau de marques. Exactement, j'ai 2 problématiques qui sont de générer des visites en point de vente, des visites qualifiées donc dans mon réseau de distribution propre, et pas chez les privés si possible, et également de générer en fait du lead qualifié via d'autres leviers. Donc je gère effectivement les investissements sur de nombreux leviers différents et des leads qualifiés qui vont se transformer en vente. Jordan, 2018 c'était une année de transition, 2019 on revient à des questions plus concrètes, plus commerciales. Alors tout à fait, 2018 une année de transition. L'année 2018 c'était une année qui était marquée par un retour à des acteurs fonciers, c'est-à-dire qui sont propriétaires de leur data, qui ne la partagent pas et qui l'exploitent, qui la récoltent en leur nom et qui l'exploitent en leur nom propre pour des annonceurs. Donc concrètement, on a les GAFA en tête. Donc malgré tout, ça n'a pas forcément fait diminuer les investissements de la part de nos annonceurs.
que ce soit Ikea, Burger King, Quick, etc. On a juste une concentration des investissements sur quelques acteurs. On a une évolution de la mesure. Ça a permis de réduire, on va dire, le panel d'acteurs testés, etc. Après une année, on va dire, assez dense en 2017. On a eu, donc finalement, on a évolué sur la mesure, on a évolué sur la méthodologie, ça nous a permis de nous repositionner. On verra ça, je pense, tout à l'heure. Mais ça a été vraiment une année de transition, sans forcément une année de décroissance. En tout cas, 2019, la volonté, c'est d'accélérer. Complètement. Très bien, on va en reparler. Guillaume, 2018, c'était une année comment pour votre société? 11 000 magasins en un an, je pense que ça parle tout seul pour une petite start-up en pleine année RGPD. Ça a été aussi l'année de... Donc on a commencé par mesurer l'impact du mobile et puis on a cherché à pouvoir mesurer d'autres médias qui concentrent des investissements aussi qui sont plus élevés. Donc on a d'abord été voir les afficheurs pour équiper leurs panneaux avec nos balises. Aujourd'hui on a un réseau national d'extérieur médias qui est totalement équipé, qui est Kairos Fire Ready. Facebook qui était déjà venu nous voir en 2016 pour nous dire qu'ils avaient des problèmes pour mesurer à cause de la donnée GPS. 2016 c'était un petit peu tôt. Et donc on a été audité juridiquement, techniquement, méthodologiquement par Facebook l'année dernière et on a été le premier dans le monde à mesurer de manière vraiment fiable l'impact de Facebook sur le trafic en magasin, avec KR d'ailleurs à ma droite. Je les remercie. Et les cas sont en train d'être publiés sur le site de facebook.com. Donc, pendant que certains temporisaient, d'autres investissaient massivement. Nous, on travaillait un peu dans le monde. Je crois que tout le monde n'a pas très bien compris ce qu'on faisait d'ailleurs l'année dernière. Mais on travaillait ardemment et dans l'ombre. Et on vient d'être choisi par Criteo, par exemple, et par Snapchat pour mesurer leur campagne sur le trafic en magasin en France. Et on annonce enfin, ça fait après un an et demi de travail, qu'on arrivera à mesurer la télé à partir de septembre. On fera le lien entre l'exposition télé et la visite réelle en point de vente. Très bien. En tout cas, l'année 2019, c'est aussi pour vous une année d'accélération de business. Benoît, même question. L'année 2018, on le sait, a été compliquée. 2019, c'est retour aux affaires pour la plupart des clients. C'est retour aux affaires, oui, tout à fait. Donc nous, 2018, c'est une année, comme vous le savez, assez compliquée pour nous, parce qu'on a été fortement impacté par tous les sujets RGPD et CNIL. Tout ça, c'est bien fini en fin d'année avec la CNIL qui a officiellement annoncé notre conformité au RGPD. Et donc, on a la première boîte à obtenir ce feu vert officiel, je crois. On a été la première boîte à être mise en demeure et à être... Voilà. C'est la sanction quand on innove. Exactement. On va voir le bon côté des choses. Et donc, on est reparti à fond cette année. Et effectivement, ce qui aurait été très dur pour la boîte à court terme, je pense que en fait, c'est une bonne, voire une très bonne chose pour le marché et pour nous, dans la mesure où maintenant, en fait, il y a un cadre réglementaire qui est clair, qui nous permet de nous projeter sereinement, et donc un retour aux affaires qui nous permet de voir à beaucoup plus long terme, quoi. Très bien, alors on va revenir justement aux affaires avec Stéphanie donc chez PSA Retail qui va nous expliquer donc concrètement quels sont ces KPI d'annonceurs. Vous me disiez, votre problématique c'est de mesurer les visites. Oui, alors effectivement, mon objectif principal c'est d'aller d'arriver des visiteurs en concession. Alors les indicateurs que je vais suivre sur la performance de mes campagnes, ça va être déjà le reach, puisque un des piliers de la réussite, c'est quand même de maximiser le reach et d'aller chercher de l'acquisition, des prospects, et si possible des prospects de qualité, des prospects qui vont convertir. Et ensuite, ce que je vais mesurer derrière ça, c'est le volume de visites que je vais générer en point de vente et calculer un coût par vente. C'est-à-dire qu'en fonction des investissements que je vais faire... Un coût par vente ou un coût par visite? Un coût par visite, pardon. Par visite. Un coût par visite, effectivement, mais d'ailleurs même un coût par vente également. Mais le coût par visite, effectivement, et ce que j'ai pu m'apercevoir d'ailleurs depuis que j'ai commencé les campagnes en 2018, c'est que je pouvais avoir un coût par visite qui oscillait entre moins de 2 € jusqu'à 100 €. Donc c'est très difficile pour moi de mesurer en fait la qualité et combien je dois vraiment acheter une visite en vente. Et effectivement, la question de standard se pose aujourd'hui, de savoir à combien une visite qualifiée doit être payée. On va y venir. Mais du coup, pour vous, le Drive to Source, c'est de la perf en fait. Oui, pour moi, c'est de la performance. Même si j'achète en fait les campagnes au coût par mille, c'est-à-dire à l'impression, ce que je vais regarder moi à la fin, parce que j'ai très peu de budget, en fait, je suis située entre les marques qui vont investir énormément au niveau vision, notoriété, visibilité, et moi qui dois driver des visites en point de vente. Donc avec peu de budget, je ne peux pas me permettre de ne pas générer de vente, et donc je dois contrôler mon coût à la vente.
Très À la bien. visite, pardon. À la visite. Après, Oui, vous pouvez évidemment corréler Oui, en aussi. fait, on fait aussi le coût à la vente, donc c'est pour ça qu'on essaye d'aller jusqu'au bout du funnel de conversion. Avec un travail, j'imagine, avec les concessions pour qu'elles Oui, vous remontent. avec les concessions, avec l'entreprise avec qui je travaille pour la mesure de la visite et l'intégration après des ventes, du chiffre d'affaires et de tout ce qu'on peut suivre derrière. On va y revenir. Jordan, pour votre client IKEA, le Drive to Store, c'est aussi une comptabilisation des visites en point de vente? Exactement, pour IKEA, c'est de la visite incrémentale. C'est le KPI observé, analysé et ciblé. Ça a tout de suite été une évidence parce que Ça a été assez rapidement une évidence parce que comme effectivement, au début, on a testé beaucoup d'acteurs, entre autres, et les GAFA, etc. Et on se rendait compte que retrouver les personnes en magasin, on la trouvait assez facilement. Mais une visite en provenance d'un acteur spécialisé dont l'activation, comme Timo, a été faite uniquement pour driver de la visite en magasin, n'est pas forcément comparable avec des acteurs comme Google ou Facebook. On retrouve les personnes en magasin à l'issue d'une exposition publicitaire qui ne vient pas forcément d'une campagne Drive to Store, mais de tout type de campagne. Il y avait également un enjeu de volumétrie, puisque forcément la volumétrie de contacts diffusée par Google ou Facebook n'est pas du tout la même que les autres. Donc on les retrouvait forcément beaucoup plus facilement en magasin. Et puis, ce qui était important, c'était de savoir concrètement ces activations, quel volume additionnel elles vont générer en magasin pour IKEA. Et pour aller plus loin ensuite, c'était de se dire combien ça me coûte d'aller recruter quelqu'un qui ne serait pas forcément venu dans mon magasin naturellement. Ça c'est assez aussi évident quand on active par exemple Waze. Forcément, quelqu'un qui va sur Waze et il a une intention de se rendre quelque part automatiquement. Donc ce qui est important pour nous, c'est d'aller se dire, ok, cette personne, elle est venue parce qu'elle a recherché IKEA directement, ou est-ce qu'elle est venue parce qu'elle a été exposée à 1, 2, 3 touchpoints sur Waze. Sur les problématiques. Ça, c'est l'objectif principal. En tout cas, voilà, c'est la visite incrémentale qui est votre priorité pour ce client IKEA, pour les autres clients Drive to Store, j'imagine. Pour les autres clients également, c'est le même KPI qui est travaillé pour Burger King et Quick, par exemple. Très bien, Guillaume, effectivement, sur le online, on mesure souvent des clics. Ça a été compliqué, j'imagine, de transposer ce modèle digital en point de vente. Oui, ça a été compliqué parce que beaucoup d'acteurs d'ailleurs ont cherché à faire en magasin le Google Analytics du magasin. Mais en fait, un magasin, c'est pas un site internet. Donc on a dû trouver nos indicateurs. Après, ça a été à la fois compliqué, à la fois simple. Alors, réexpliquez justement un peu votre modèle et puis les pistes qui s'offraient à vous, les pistes que vous avez finalement retenues. Donc le modèle de Cairo, c'est effectivement de déployer des balises en magasin qui sont des balises beacon, qui émettent un signal qui est détecté par un smartphone, et ce signal nous est remonté par un SDK qui est intégré dans les applications mobiles partenaires. Donc on collecte l'advertising ID, l'identifiant publicitaire du téléphone, qu'on cherche ensuite à matcher avec les échantillons exposés et non exposés des régies qu'on sont mesurées pour mesurer l'incrément de trafic. Donc c'est pas des boîtiers Wi-Fi par exemple? Non, surtout pas, pour tout un tas de raisons. D'abord, l'advertising ID existe, a été créé par Apple et par Google justement pour que les startups arrêtent de collecter les adresses MAC des téléphones. Donc l'adresse MAC, pardon, c'est l'adresse réseau pour Wi-Fi. se connecter au Wi-Fi. Et puis c'est pas scalable en fait un déploiement de boîtiers Wi-Fi. Il faut les brancher sur secteur, il faut les rebooter. Les ondes Wi-Fi traversent les murs, donc il faut trianguler, donc il faut poser plusieurs boîtiers. Pardon, je suis un peu enrhumé. Sur la canicule. Donc effectivement, nous, notre exigence, c'était que la donnée soit fiable, que ce soit facilement déployable et que ce soit RGPD compliant, mais pas vraiment quoi. Et donc on a lancé en janvier 2018, mais on a commencé à travailler en 2015, on a identifié que c'est comme ça qu'il fallait le faire. Et donc les mobinautes qui portent une application qui embarque votre SDK se ping, c'est ça, à la borne, et donc là vous êtes capable de traquer en gros une visite. Voilà, c'est ça. Et ensuite après on essaie de la relier aux médias. Ce qui est aussi très important, c'est aussi pour ça que les boîtiers beacon sont pour nous la seule techno qui permet de faire ça, c'est qu'un boîtier beacon ne collecte aucune donnée. Contrairement d'ailleurs à un boîtier Wi-Fi, donc ça, les retailers n'ont pas besoin de mettre à l'entrée des panneaux d'affichage qui expliquent qu'ils collectent de la donnée, parce que les boîtiers ne collectent pas de données. Ce qui collecte la donnée, c'est le SDK.
Et donc pour cette demande de mesurer les visites et les visites incrémentales, c'est pour vous, là, il faut du hardware, il faut du boîtier, c'est la meilleure solution? C'est indispensable, oui, tout à fait. Il y a deux sujets, il y a un sujet de précision de la donnée, il y a un sujet de tiers de confiance. Et puis voilà, encore une fois, on a eu la chance d'être approché par un très gros acteur américain en 2016, quand Facebook vient nous voir. Je ne sais pas trop par quoi ils nous trouvent d'ailleurs, probablement par Station F. Mais ils ont ces deux problèmes. Ils nous disent Store Visits n'est pas fiable, suffisamment fiable en tout cas. Et on a besoin de tiers de confiance, on est de plus en plus challengé. On va y revenir dans un instant. Benoît, chez Timo, il y a aussi un long cheminement sur mûrir les business models. Aujourd'hui, clairement, la visite en point de vente, la visite incrémentale en point de vente, ça sera le KPI réclamé par les annonceurs Drive to Store? Clairement. En fait, c'est un peu le parallèle entre le monde digital et le monde du physique, où tous les sites de e-commerce vont regarder des indicateurs type CPC, coût d'acquisition, etc. Et c'est vrai que sur la partie, toutes les enseignes de magasins, aujourd'hui, tous nos clients, l'essentiel de leur chiffre d'affaires est généré en point de vente. Donc ce qui va compter pour eux, finalement, c'est le trafic qui va être généré, les ventes qui vont être générées en magasin. D'où finalement la nécessité pour eux de regarder des coûts par visite physique ou des coûts par visite physique incrémentale. Alors, pourquoi incrémental? Parce que comme le décrivait Jordan tout à l'heure, finalement, c'est bien d'avoir des visites en magasin, mais la question c'est combien j'ai de visites en magasin en plus? Parce que ce qui va compter pour un annonceur, c'est l'incrémentalité que ça va générer, c'est combien j'ai investi, combien ça me rapporte en chiffre d'affaires que j'aurais pas fait sinon. D'où finalement la nécessité de regarder et l'intérêt de ces KPI de visite incrémentale, qui sont aujourd'hui beaucoup utilisés. Un autre point que je rajouterais au niveau des KPI qui est intéressant, c'est que finalement, ça va dépendre beaucoup des types d'utilisateurs. C'est-à-dire que finalement, une visite qui va être générée par un client fidèle, une visite qui va être générée par un client de la concurrence, ça n'a pas du tout la même valeur en fait. Donc c'est là où c'est intéressant de voir que par rapport à ces KPI, il y a plusieurs façons de voir les choses qui permettent de vraiment comprendre l'impact de ce qu'on fait. On peut dire que c'est de la perf, le Drive to Store aujourd'hui? On peut dire que c'est clairement de la perf. Moi, ma vision, c'est que de toute façon, un annonceur, à partir du moment où il investit de l'argent, c'est pour avoir du retour sur investissement. Donc ça peut être à plus ou moins long terme. Quand on est sur une logique très branding, on ne va pas forcément pouvoir avoir l'impact là tout de suite. Mais on a quand même des KPI qu'on va regarder, qui peuvent être des KPI de présence à l'esprit, qui peuvent être des KPI de visibilité, etc., qui vont permettre de rattacher d'une certaine façon le média de la performance. Donc nous, c'est vrai qu'on va se situer plus bas dans le funnel, parce qu'on va être capable de rattacher finalement ce qu'on fait à des enjeux de performance qui vont être directement les visites, le chiffre d'affaires des magasins. Très bien, alors on sait à peu près ce qu'on doit mesurer. Stéphanie, on peut aussi se poser la question, donc comment on mesure? Vous, si je comprends bien, vous avez opté pour des boîtiers, des boîtiers Wi-Fi. Oui, il y avait d'autres solutions, notamment les SDK, ce genre de choses. Pourquoi ce choix? Pour aussi s'appuyer sur les bid requests. Pourquoi ce choix concernant du boîtier? Le choix du boîtier, le boîtier Wi-Fi, effectivement, on a choisi ça parce que pour nous, c'était la méthodologie la plus fiable puisqu'on arrivait à capter au moins 85% de nos visiteurs grâce à la connexion du Wi-Fi. Donc c'était le reach, en gros, de ce voilà, boîtier exactement. Qu'on puisse au moins capter 85% de nos visiteurs. Et effectivement, jusqu'à présent, on a pu mettre en place en fait le comptage des visites, mais aussi intégrer les données liées à notre outil de CRM, c'est-à-dire les données d'offres, les données de prospects, les données de vente. Donc ça nous permet aujourd'hui de piloter vraiment toute l'activité de la visite jusqu'à l'incrémental du chiffre d'affaires. Vous aviez testé d'autres technologies? Pour ma part, non, parce que ça fait 2 ans que je suis sur le poste et c'était déjà en place avant que j'arrive. Et donc, on n'a pas testé d'autres méthodologies. Nous, on a plutôt développé et investi en fait sur cette méthodologie-là. Très bien. Jordan, même question. Comment on mesure aujourd'hui, comment votre client mesure les visites en point de vente? Alors pour Ikea, via un tiers de confiance qui est AdSquare. Il y a eu quelques tests en local sur certains magasins avec des boîtiers. Donc AdSquare consolide des IP de géolocalisation, enfin des adresses de géolocalisation via les bid requests. Consolide via les bid requests et via leurs partenaires app, via leur SDK dans les apps partenaires, les données de géolocalisation et donc permet de
d'obtenir la volumétrie de visite incrémentale générée par l'ensemble des partenaires traqués. Ça, c'est pour IKEA. Pour Burger King et Quick, la technologie utilisée est celle de Kairos, donc celle de boîtier. Et donc, votre client a déployé ces boîtiers à grande échelle? Alors, pour Burger King, dans les 150 magasins, c'était les magasins Quick en l'occurrence. Donc, oui, à grande échelle, effectivement, et directement à grande échelle. Pour IKEA, là, il y a une réflexion en cours qui est passée peut-être par une étape intermédiaire sur quelques magasins tests. Mais aujourd'hui, ça a été, la technologie boîtier a été remise, pas en cause, mais remise dans son ensemble, dans un objectif plus global, en se disant il faut que ça aide à la fois les magasins à mieux connaître leur trafic au magasin, potentiellement connaître leur zone chaude, froide, etc. Donc c'est un enjeu beaucoup plus global, c'est pas qu'un enjeu média pour les magasins IKEA. Donc il y a finalement une réflexion qui va dépasser celle de l'activation média, du pilotage des campagnes, etc. Et en tant qu'agence, votre volonté, c'est de travailler avec toutes ces technologies, ou il y a une technologie aujourd'hui qui semble s'imposer? Bien sûr, nous, on n'a pas de volonté d'avoir de technologie propriétaire ou de partenariat exclusif avec les technologies. Il y a déjà un premier enjeu de curiosité, de challenge, de comparaison. Bien évidemment, en fonction des acteurs, aussi, certaines technologies seront plus efficaces que d'autres. Le magasin Ikea fait en moyenne 10 000 m², quand un Burger King fait 150 m², donc c'est pas totalement le même enjeu de mesure. Alors justement, pour les petites surfaces, vous allez vers quelle technologie Pour les petites surfaces, clairement les boîtiers sont beaucoup plus précis. Il y a pas, la technologie SDK ne sera pas suffisante pour identifier précisément un magasin, surtout dans un cœur de ville. Alors que sur une très grande surface de plusieurs mètres carrés, la géolocalisation peut effectivement se considérer est satisfaisante. Donc voilà, il n'y a pas de religion absolue, ça dépend un peu du type de point de vente. Exactement. Il y a d'autres limitations que vous avez vues aux différentes technologies? Alors, il y a effectivement la limitation de la volumétrie, on en parlait tout à l'heure, sur les données exploitables qu'on va récolter. C'est-à-dire le reach en point de vente? Le reach en point de vente, exactement. Stéphanie évoquait 80%, c'est ça? 85% des visiteurs d'un point de vente qui ont été identifiés grâce à des boîtiers Wi-Fi, ça vous paraît être un chiffre? C'est bien. Nous, on est sur des ratios un petit peu plus bas. Sur des données SDK, on arrive à peu près à avoir aux alentours de 50% de personnes retrouvées en magasin avec ces technologies-là. Sur des données boîtiers, c'est beaucoup plus faible. Alors, ça dépend des points de vente, ça dépend des activations, mais c'est plutôt aux alentours de entre 1 et 10% du trafic en magasin est identifié via les technologies boîtiers. Malgré tout, il y a l'enjeu, donc est-ce que la significativité de ces données, c'est ce qu'on disait après, puisque 1 à 10% peut être significatif d'un point de vue statistique, et donc après on peut extrapoler ces données. Alors Guillaume, on en a parlé, donc vous avez fait ce choix d'une solution assez complexe, que vous faites à la fois du boîtier Beacon et des SDK. Ça pose évidemment la question du taux de pénétration de cette technologie, de votre capacité à reconnaître les mobiles en point de vente. Tout à fait. Après, on essaie de faire en sorte que notre pénétration soit en adéquation avec notre finalité, qui est la mesure. Ce sont des sujets qui sont complexes, c'est des sujets statistiques. En stats, le bon sens est un ennemi. Et en fait, la fiabilité d'une extrapolation ne dépend pas du pourcentage du trafic que l'on touche, dépend en absolu d'un nombre de personnes qu'on arrive à matcher en commun. Et certains connaissent mon combat dans la salle, mais enfin, c'est pas mon combat, c'est des maths. À partir de 500 personnes, vous êtes fiable à 99% quand vous extrapolez. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se déploie d'un point de vue national, c'est qu'on ne fait pas de mesures locales. C'est beaucoup plus dur à l'échelle d'un magasin de toucher ces fameux 500. Et donc aujourd'hui, on a vraiment une offre qui est focalisée sur le national. Et comme nos balises sont offertes, ça rend le déploiement national facile, et c'est pour ça qu'on a déployé 11 000 l'année dernière. Donc il faut se méfier sur la question du reach. Il n'y a pas de méfiance, il faut juste il faut se renseigner. Et effectivement, ce sont des notions qui sont un petit peu complexes. En tout cas, l'approche probabiliste permet de contourner un reach. C'est pas une approche probabiliste, c'est une approche statistique. Et en fait, les mots ont un sens. Ouais. Donc, probabiliste, effectivement, on ne s'est pas rattaché à la personne, on fait des probabilités. Il y a 20% de chances que. Nous, on a la chance de travailler sur des modèles statistiques qui sont vraiment reliés à des personnes dont on est sûr qu'elles ont vu, en tout cas qu'elles ont eu l'occasion de voir et qu'elles sont venues après, et on extrapole après, à partir de ça. Dans l'enjeu du reach aujourd'hui, il est plutôt mais sur un sujet d'attribution.
C'est-à-dire comment est-ce que, à partir du moment où j'arrive à mesurer l'incrément en silo de différents médias, online et offline, comment est-ce que j'arrive à attribuer à chacun de ces médias le poids du trafic qu'ils génèrent. Et aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas notamment à cause du reach. Ça va changer d'ici la fin de l'année. Mais déjà, il faut commencer par mesurer avant de faire l'attribution. Benoît, une question sur comment on mesure les visites en point de vente. L'approche historique de Timo, c'est le SDK in-app. Ça vous paraissait être évidemment la meilleure technologie au lancement de la société. Aujourd'hui, c'est une technologie qui peut parfaitement cohabiter avec d'autres dispositifs, et notamment ces fameux boîtiers. C'est tout à fait une technologie qui peut cohabiter avec d'autres technos. Mais déjà, avant de parler de techno, je pense que le premier point qui est important, c'est que en fait, de la même façon que sur le monde du digital, aujourd'hui, on s'appuie sur Google Analytics ou d'autres. C'est ma question d'après. Je ne vais pas commencer à parler de ça tout de suite, pardon Jérôme. Et donc pour parler juste du coup des technos de mesure, effectivement, je pense que en fait, il y a différents méthodes aujourd'hui qui existent, que ce soit la bid request, le SDK, les boîtiers Wi-Fi, les boîtiers beacon. Je dirais que en fait, chacune de ces méthodos a des points forts et des points faibles. Il y en a qui ont plus de reach, il y en a qui sont plus précises, il y en a qui ne fonctionnent pas dans tous les magasins, etc. Et donc, in fine, la question, c'est quelle est la meilleure techno pour une problématique donnée, donc typiquement en fonction de la taille des magasins, en fonction du nombre de magasins, etc., etc. De l'objectif aussi de ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est du média, est-ce que c'est de la mesure? Et donc, en fait, il y a la notion de fréquence. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas répondre à la question en disant est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que les autres, etc. Parce qu'en fait, ça dépend. Il faut prendre un cas précis, et par rapport à ce cas précis, quelle est la problématique, quelles sont les contraintes, et donc choisir en fonction. Mais effectivement, c'est vrai qu'on pourrait tout à fait envisager à terme qu'il y ait plusieurs technos qui se combinent pour avoir le meilleur de tous les mondes, quoi. Très bien, alors on va aborder la question de qui mesure qu'allait aborder Benoît. Effectivement, Stéphanie, dans le digital, on voit souvent des grandes plateformes comme Google qui proposent et du média et des capacités d'analyse. Dans le Drive to Store, j'ai l'impression que le marché aujourd'hui se structure entre deux pôles, des pôles médias et des pôles de mesureurs. Je me trompe ? Non, vous avez raison. Effectivement, pour le Drive to Store, nous, effectivement, on utilise la technologie du boîtier Wi-Fi, donc de la mesure en point de vente. Et ce qu'on essaye de faire également, c'est justement de réconcilier les technologies et pour assurer que les visites qui nous sont proclamées par Timo soient vraiment les vraies visites. Eh bien, on va demander à ce que les technologies fonctionnent ensemble et mesurer en fait les vraies visites en point de vente et par point de vente avec ce que Timo va nous donner comme visite générée. Vous faites pareil sur Internet ? Vous demandez à la même entreprise Sur Internet, c'est plus facile puisque déjà, je peux avoir mes visites par source avec mes codes UTM. Et qui c'est qui je peux vraiment mesurer... comment ? Qui c'est qui vous les donne, ces visites ? Comment ça, en point de vente ? Non, online. Le mesureur, c'est Google ? Ah oui, c'est Google, oui. Ouais, on utilise Google Analytics pour mesurer. Là, on peut mesurer par source, on peut mesurer vraiment précisément les campagnes SEA, les campagnes Facebook, qu'est-ce qu'elles génèrent comme visite et la conversion. Et du coup, ce qu'on essaye, c'est d'appliquer la même chose sur les visites en point de vente et de réconcilier les différentes technologies pour avoir une fiabilité. Mais contrairement à ce que vous faites online, là, vous avez la volonté d'avoir un acteur indépendant sur la mesure. Oui, exactement. Important. Oui, c'est important. C'est important qu'on puisse ne pas être jugé parti et qu'on puisse vérifier en fait les données des acteurs avec ce qui vraiment arrive en point de vente. Et ce qui est important aussi, c'est que les équipes qui sont sur le terrain puissent valider et être vraiment en phase avec ce qu'on va clamer comme visite générée. Avec peut-être un décalage aussi entre la précision du mesureur et la précision de la régie. Il y a un petit décalage, ça peut arriver effectivement. Ce qu'on mesure, effectivement, c'est la cohérence. On sait qu'on ne sera pas précis aux chiffres, aux visiteurs près, mais au moins qu'il y ait une cohérence dans les chiffres qui nous sont donnés. Ce qu'on va mesurer d'un côté, ce qui va être mesuré de l'autre, et qu'on arrive à déceler parfois des petites incohérences, à travailler ensemble pour voir comment ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qu'on peut corriger pour la suite, etc. Jordan, même question. Dans le Drive to Store, c'est important de distinguer le média du mesureur. Tout à fait. On n'a pas réussi peut-être à le faire dans le digital, donc là au moins en partant sur des bases scènes, c'est Exactement, tout en sachant que c'est également compliqué comme sur le digital, puisque bien évidemment le tiers mesureur, notamment à Square, ne mesure pas tous les partenaires, donc on doit bien sûr avoir une réconciliation quelque part.
Pour la question de tiers mesureur, oui, c'est très important, puisque c'est important de mesurer la performance de différents acteurs, et notamment à l'époque où on avait beaucoup d'acteurs sur le marché du Drive to Store, de pouvoir les comparer sur une base identique et regarder les performances au regard d'un tiers mesureur, c'était primordial pour IKEA. Pour ce qui est ensuite des acteurs type GAFA avec lesquels on partage plutôt des méthodologies, on travaille chez nous avec notre data analyst qui a défini une méthodologie qu'on a partagée avec Timo, avec Kairos, avec tous les acteurs avec lesquels on travaille. Cette méthodologie de calcul, c'est important qu'elle soit aussi co-construite avec les différents acteurs, puisque c'est pas qu'une question d'agence, c'est aussi une question de marché, donc on n'est pas les seuls à prendre la décision dessus. Cette méthodologie, c'est le piste par distribution, donc qui prend en compte potentiellement l'impact des non-exposés parmi un bassin d'audience exposable, on va dire. C'est-à-dire que si je recherche des personnes qui ont besoin d'une cuisine, je vais avoir les exposés, les non-exposés, mais je vais avoir aussi l'impact de l'intégralité du bassin. Est-ce qu'il y avait des écarts aussi sur la géolocalisation? Il me semble que Timo avait beaucoup travaillé sur le polygonage pour vraiment être capable de déterminer la surface. Et il y avait des mesureurs peut-être qui n'étaient pas aussi précis que la régie. Il y a eu un travail de ce côté-là aussi pour faire converger les mesures? Au début, c'était assez archaïque, effectivement. Chez les mesureurs chez tout le monde, hein. C'était pas que chez les mesureurs. On était aussi partie prenante. On va pas jeter la pierre à tout le monde. Au début, on regardait les points GPS, puis à faire effectivement, on s'est rendu compte quand même que c'était un peu limite. Ou en tout cas un peu limitant dans l'analyse. Donc il y a eu tout un travail de polygonage de l'ensemble des magasins. Alors, en l'occurrence, ça allait parce qu'il n'y en avait que 33. J'imagine sur certains annonceurs ça va être un peu plus compliqué. Pour effectivement travailler la définition de la zone géographique sur laquelle on doit considérer une visite. En tout cas pour vous, l'évolution naturelle du Drive to Store, c'est de séparer clairement la mesure du média. De la mesure du possible. Après, on sait qu'il y a l'hégémonie de Google, notamment sur la mesure, avec l'intégration de la visite. Mais vous, en tant qu'agence, la bonne pratique, c'est quand même de distinguer. Idéalement, oui, tout à fait. Idéalement. Très bien. Guillaume, même question. Alors vous n'avez jamais voulu être média. Hein. Votre ambition, ça a toujours été justement d'être un de ces tiers de confiance, un de ces mesureurs indépendants. C'est important de distinguer les deux métiers. Oui, et on ne l'a pas regretté l'année dernière. Effectivement, on ne peut pas tout faire. Il y a un sujet de tiers. On a parlé du sujet de données, de précision, de polygonage, puis il y a un sujet de tiers, de confiance. C'est quand même compliqué d'être juge et partie. Pourtant, ça se fait. Ça se fait très bien. Mais ça se fait parce que ce sont des pratiques qui sont poussées par des acteurs hégémoniques, où ça ne convient à personne, mais on n'a pas le choix. D'ailleurs, on voit des différences d'approche chez ces plateformes par rapport à ces sujets. Facebook est très ouvert, la preuve. Snapchat est très ouvert, vous allez le voir. Criteo, pareil. Et Google est beaucoup moins, aujourd'hui. Donc après, c'est aussi au marché, c'est aux agences, plus qu'aux tiers mesureurs, et aux clients, parce que ce sont eux qui financent ces plateformes au départ. Ce sont aux clients d'être très exigeants, et je pense que les clients aujourd'hui ont la capacité, le poids, de pouvoir dire maintenant, je veux pouvoir mesurer avec des tiers. Benoît également, même réflexion, même si au début Timo savait faire les deux métiers, aujourd'hui vous avez une volonté peut-être de clarifier un petit peu les rôles? Oui, tout à fait. Je pense que quand on s'est lancé, le marché était un peu moins mature qu'il est aujourd'hui. Et en fait, il y avait peu de solutions tiers mesureuses, tierces, voilà. Tiers de confiance. Tiers de confiance, voilà, exactement. Je pense qu'en fait, il y a un vrai problème de fond qui est lié au fait qu'on ne peut pas être jugé parti. Et donc, en plus, dans un marché où il n'y a pas de standard, bon, on va pas développer ça tout de suite, mais autant, pour faire le parallèle avec Google Analytics, de toute façon, à partir du moment où tout fonctionne à la clic, un clic est un clic, donc ok, c'est Google qui mesure les clics, mais finalement n'importe qui d'autre peut mesurer les clics de la même façon. Sur le sujet des visites et des visites incrémentales en magasin, c'est un peu plus compliqué. Chacun a sa méthode de mesure des visites, d'extrapolation, etc. Les polygones comme si, on exclut tels utilisateurs, à partir de quand c'est une visite. Voilà, il y a en fait tout un tas de paramètres qui font qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est effectivement, si j'utilise une solution pour mesurer la performance et c'est elle qui me dit qu'est-ce que c'est la performance et que j'ai aucun moyen de le vérifier par ailleurs, ça pose un problème de confiance. Et le deuxième, c'est que si je veux benchmarker des acteurs,
finalement, à partir du moment où chacun a une méthode qui est différente, c'est compliqué de pouvoir comparer les perfs parce qu'on compare des poires avec des pommes. Donc finalement, d'où pour moi l'intérêt d'avoir pour le marché et donc pour nous en particulier, d'avoir en fait des tiers de confiance avec lesquels on travaille qui permettent donc de finalement rationaliser le débat et finalement nous c'est nos meilleurs amis quoi. Alors tout à fait. Alors, Stéphanie, du coup, oui, il faut des tiers de confiance, mais qui mesure les mesureurs? Est-ce que, selon vous, le marché a besoin de définir des standards dans la mesure, comme on a pu l'observer dans d'autres secteurs du digital? Écoutez, nous, on est allé vraiment très concrètement au fond du sujet, puisque pour nous, qui mesure les mesureurs, on a mis en place un comptage manuel, tout simplement. Donc c'est le client qui mesure le mesureur? Là, avec notre partenaire What's the Shop, du coup, sur les boîtiers Wi-Fi, on avait fait un test parce que justement, on avait quelques petites on était un peu des doutes légitimes pour l'annonceur. Des doutes, voilà, effectivement, sur des volumes de visites qui nous étaient clamés par Facebook. Donc, ce qu'on a voulu faire, au-delà c'est de mettre en place un comptage manuel dans le point de vente et de pouvoir compter et vraiment mesurer le nombre de visites réelles qu'on a eues au-delà de ce qu'on peut mesurer aussi avec le boîtier Wi-Fi. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on Facebook nous clame 150% des visites réelles qu'on a eues dans notre point de vente? Bon, ça n'a pas été le cas, donc ils n'ont pas été au-dessus de ce qui avait été compté globalement, mais pour nous, voilà, la mesure en point de vente, on peut la faire encore manuellement. Et c'est ce qu'on a fait sur plusieurs tests. D'accord. Et on parlera juste après de la question de l'attribution, mais en tout cas, est-ce que vous attendez de la part du marché, des associations professionnelles, des définitions, comme à une époque, l'IAB a pu le faire, la MMA a pu le faire? Effectivement, ou c'est pas nécessaire? Je pense que ça nous aiderait effectivement dans la mise en place de toutes nos campagnes, dans la mesure, dans la performance. Après, on a d'autres manières de le faire et on essaie de le faire au mieux pour vraiment vérifier ce qui nous est proposé en termes de volume de visite. Jordan, est-ce qu'il faut mesurer les mesureurs? Est-ce qu'il faut des standards dans le Drive to Store? Oui, bien sûr, c'est une grande question qu'on a aujourd'hui. Nous, on adapte nos propres standards, on essaie de les définir avec un peu l'expérience des différents clients. On se dit qu'une visite, c'est minimum 15 minutes. On se dit qu'une visite, c'est une personne qui est venue sur le plan de vente. 15 minutes pour l'IKEA dans l'Essonne, mais IKEA Madeleine, c'est peut-être un peu court, non? Aujourd'hui, il y a encore du monde, donc je me défie d'acheter quelque chose en moins de 15 minutes, mais vous retrouvez déjà. En tout cas, les standards que votre agence définit, est-ce que c'est à peu près les mêmes que les autres grandes agences du marché, ou est-ce qu'il y a une volonté d'harmoniser un petit peu les attentes? Pour les autres agences, je peux pas me prononcer. En tout cas, nous, on a une volonté effectivement de l'harmoniser, parce qu'idéalement, c'est d'avoir de la même manière qu'on a la considération d'une vue, d'une vidéo vue. Il y a des standards. Ça a pris 15 ans, je crois, pour définir ces standards. Non, c'était quand même, je pense, un peu plus rapide. Il y a maintenant un marché qui s'accorde à dire qu'est-ce qu'une vue visible, qu'est-ce qu'une vidéo vue. Aujourd'hui, je pense qu'est-ce qu'une visite en point de vente. C'est important qu'on le définisse avec des standards. Après, il n'empêchera pas que les annonceurs peuvent les customiser, les challenger. Exactement. En fonction de la problématique de chaque annonceur, il peut y avoir des standards différents. Exactement. Il y a en fonction du produit, de la nature même, du réseau de distribution, du temps qu'on doit y passer, etc. C'est important qu'il y ait une certaine flexibilité dessus. Malgré tout, d'avoir une sorte de base commune, c'est pas inintéressant. Qu'on puisse comparer, avoir des benchmarks, des standards et pouvoir situer les performances d'une campagne. Parce que l'intérêt, c'est de pouvoir se dire aujourd'hui, est-ce que ma campagne a fonctionné, pas fonctionné, est-ce que je suis au-dessus des standards, en dessous des standards, comment je me situe par rapport à mes benchmarks. Tout à l'heure, vous me disiez, je ne savais pas si 10 € ou 100 €, c'était bien rentable. Ouais. C'est là qu'il y a la même question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on teste différents acteurs. J'ai pareil, des échelles de 1 à 10. Je ne sais pas si 1 c'est bien ou 10 c'est bien. En l'occurrence, c'est le client qui nous dit si pour lui c'est rentable ou pas, en fonction de son transformation derrière en point de vente. Et ça, c'est plutôt côté annonceur. Mais plus que de standard, il y a besoin un peu de benchmark pour évaluer la limité. Guillaume, même question. Est-ce qu'il faut mesurer les mesureurs? Est-ce qu'il faut faire apparaître des standards? Parce qu'il y a quand même encore une assez forte hétérogénéité des solutions et des prestataires. Est-ce qu'il faut faire plus? Alors déjà, on est mesuré et audité constamment, surtout avec ce qui s'est passé l'année dernière. Et surtout nous qui avons une double position à la fois hardware en magasin et SDK, donc c'est pas facile la tâche. Et des acteurs et du hardware et des SDK ont été mis en valeur l'année dernière. Je précise que ça n'a pas été notre cas. Je pense
personnellement que, après l'avenir le dira, que en fait, les standards seront définis par là où les solutions de mesure qui seront leaders sur le marché de la mesure. Toutes les solutions ont des forces et des faiblesses. Donc le sujet, à mon sens, n'est pas de standardiser en amont sur une totalité de solutions dont on ne sait pas ce qu'elles seront dans 6 mois ou dans 18 mois. Le sujet, ce sera de bien comprendre comment elle fonctionne, de bien comprendre comment la solution qui va sortir du lot fonctionne, comprendre ses forces, encore une fois, et ses faiblesses, et surtout de faire en sorte que les mesures soient comparables entre elles. L'enjeu, c'est de pouvoir comparer des choses comparables. C'est pas tant d'avoir la précision à la visite près, ou d'être sûr à 100%. Le sujet, c'est de pouvoir mesurer des choses comparables entre elles afin de prendre des décisions business qui sont justes. Benoît, même question, est-ce qu'il faut mesurer les mesureurs? Est-ce qu'il faut que l'Interpro définisse des standards? Alors, j'ai plusieurs points à ajouter. Le premier, c'est, je pense que oui, ce serait bien d'avoir des standards parce que ça permettrait en fait de contribuer à la structure du marché, qui aujourd'hui est, voilà, avoir des rapports de 1 à 10, en fait, ça discrédite tout le monde. Donc, c'est sûr qu'on gagnerait à avoir des standards qui permettent donc d'y voir plus clair. Maintenant, le problème, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes. Les technos à la base ne sont pas les mêmes. Et donc, avoir des standards entre des mesures avec des beacons, des mesures avec du SDK, des mesures avec des bit requests, des mesures avec des boîtiers Wi-Fi, c'est compliqué. Et sachant qu'en plus, nous, c'est notre métier. Et d'un point de vue technique, mesurer les visites, il y a encore une fois plein de paramètres, etc. Donc, réussir à vraiment avoir une harmonisation entre tout ça, je pense que ça va prendre du temps et je ne sais pas si on y arrivera. Mais je pense que c'est vers ça qu'il faut aller quand même. Maintenant, le dernier point, je dirais, c'est que, qu'il y ait des standards ou pas, de toute façon, les annonceurs, les agences savent ce qu'elles font. Elles vont challenger leurs partenaires pour s'assurer que, justement, ces méthodes de mesure soient carrées. Et puis, de toute façon, standard ou pas, je pense que ça n'empêche pas le problème de GG parti. Et donc, finalement, comme le disait Guillaume, c'est le tiers mesureur qui fait le standard. Et donc, certes, les tiers mesureurs entre eux n'auront pas forcément et n'auront pas la même façon de mesurer les visites incrémentales, parce que c'est pas forcément sur le même protocole d'incrémentalité non plus, mais c'est pas très grave. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que ce soit cohérent et que ça permette du coup de benchmarker les acteurs pour avoir les meilleurs perfs. Un point qu'on a commencé à évoquer aussi, Stéphanie, c'est la question de l'attribution. Vous disiez que votre crainte, c'était que des acteurs un peu hégémoniques sur le marché qui touchent 40 millions de Français revendiquent l'intégralité des visites, évidemment, dans vos points de vente, alors que finalement, leur rôle était assez secondaire. Donc, ça impose chez les annonceurs peut-être de mettre à jour ces modèles d'attribution et d'inventer des modèles d'attribution pour l'offline. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'attribuer la visite au bon prestataire, au bon fournisseur. Sachant que, par exemple, dans notre cas, on utilise les GAFA, on utilise beaucoup d'acteurs qui vont nous générer des visites. Donc, il y a les acteurs digitaux, puis il y a les acteurs aussi offline. Exactement. On fait des campagnes radio, des campagnes télé. Et donc, comme j'expliquais au tout début, c'est vrai que nous, on est en bas de funnel où on a un objectif de générer de la visite en concession. Donc, on va faire nos campagnes dans cette optique-là. Après, au-dessus de nous, on a les marques, par exemple, dans les portes ouvertes, qui vont faire des campagnes de visibilité pour les portes ouvertes, avec de la radio, de la télé, et après il y a les concessions en elles-mêmes qui vont faire leur campagne de drive to store pendant un événement, une inauguration. Donc c'est très difficile pour nous d'avoir vraiment Online, on faisait souvent du last click par défaut. Comment on va faire pour mesurer le drive to store? Ce sera quoi le last visit, first visit? Comment vous allez compter? Non, déjà on va essayer de mesurer au trafic global, déjà d'avoir une mesure du trafic global par source si c'est possible. Et déjà si on arrive à mesurer l'intégralité de notre trafic, que ce soit cohérent avec ce qui est vu dans les points de vente, avec ce que les équipes nous remontent au niveau du terrain, ce sera déjà un bon début. Et disons que l'idée c'est d'avoir au moins une idée claire de notre média mix et de savoir et de voir si vraiment il y a un pic de visite qui est notable pendant cette période. Déjà commencer par ça. De manière très très pragmatique, voilà. très empirique. Pour nous, c'est vraiment, on n'a pas beaucoup de budget, donc il faut qu'on voit que nos campagnes fonctionnent et qu'elles sont vraiment différentes et mesurées différemment de ce que peuvent faire les marques ou les points de vente. Mais ça reste très compliqué, déjà d'avoir une vision globale de tout ce qui est dépensé pendant une certaine période. Déjà pour nous, c'est impossible. Donc, Jordan, même question, ça sera quoi le modèle d'attribution pour le drive to store?
Alors clairement, il reste à définir. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y a encore des univers fermés, donc on ne peut pas tout traquer de la même manière. Il n'y a pas de site centrique universel comme on peut l'avoir sur le web. Deuxième, mais même si je sais que les acteurs y travaillent beaucoup et qu'il y a beaucoup de choses qui se développent et qu'on va sûrement y venir. Deuxièmement, après, il y a les limites du taux d'extrapolation, parce que pour définir des parcours de conversion, il faudra que les parcours soient significatifs, et donc il faudra qu'on augmente la base de mesure pour avoir des taux d'extrapolation fiables sur les top 10, 20, 30, 100 des parcours utilisés par les internautes. Et ensuite, clairement, on ne pourra pas appliquer les modèles de réflexion qu'on a aujourd'hui sur le web, sur le magasin. Aujourd'hui, on a un parcours web et on se dit qu'il y a des déclencheurs, des ouvreurs, on les appelle comme on veut, des médias qui suscitent l'intérêt, puis des médias qui finalisent la transformation. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ces modèles-là ils fonctionnent en magasin. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un ordre aussi prédéfini qu'on a sur le drive to web. Donc le modèle il restera à définir. Il y aura sûrement une phase d'observation avant, d'analyse des parcours, de définition. Est-ce que tel média a plutôt tendance à se retrouver au début, à la fin, en termes de timing, et puis ensuite de voir quel média a plus vocation à créer une visite incrémentale qu'un autre. Il n'y aura pas de prime au reach, aux gros médias qui touchent 80% des Français. Prime au reach, non, ça sera prime à la contribution. Donc là, en l'occurrence, on voit que par exemple, l'uplift généré par ceux qui ont le plus fort reach n'est pas du tout l'uplift le plus fort. Donc c'est pas justement, après, tout le monde est mesuré au regard de sa contribution réelle. Très bien. Guillaume, c'est le gros sujet aussi, concevoir les bons modèles d'attribution pour ce nouveau métier qui est Direct to Store. Oui, d'abord, il faut faire la distinction entre la mesure et l'attribution. Une mesure qui n'est pas toujours faite, et une distinction qui n'est pas toujours faite. L'attribution, c'est le poids de chacun par rapport au trafic, et puis la mesure, c'est l'impact de chaque média en silo par rapport au trafic. Donc, déjà, le vrai sujet, c'est d'être capable de relier les deux. Alors déjà, le vrai sujet, c'est de commencer par la base. C'est avant, jusqu'à présent, on ne mesurait pas l'impact réel et fiable d'un média sur le trafic en magasin. Est-ce que Facebook, ça génère du trafic en magasin ? Avant décembre, on ne savait pas. Vraiment, on ne savait pas. Donc, il faut commencer par la base. Ensuite, on peut chercher aussi à optimiser, encore une fois, le média qu'on a choisi. Une fois qu'on sait que sur papier, il est performant. On va essayer de le rendre le plus performant possible. Là, sur les campagnes de 100 000 € qu'on optimise, on fait gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros à nos clients. Donc déjà, mon point, que je voulais partager aujourd'hui, c'est de commencer par le début. Ensuite, les sujets d'attribution, évidemment, sont passionnants. Alors là, tu as évoqué les points qui sont le reach. Il va falloir avoir beaucoup plus de volume de données pour pouvoir faire des modèles d'attribution qui soient fiables. Et il y a des univers qui sont encore fermés. C'est le cas des Américains. Donc nous, on est en capacité aujourd'hui, on serait en capacité de faire un modèle d'attribution basé sur l'affichage, la télé, le catalogue, le mobile, Snapchat, Criteo, mais on ne peut pas inclure Facebook et Google dedans. Parce que les données ne sortent pas de chez eux. Donc on n'est pas capable de faire une pondération des expositions en prenant en compte ces deux plateformes. Et ça, il faut que les annonceurs, il faut que les agences mettent plus de pression. Non, moi je pense qu'il faut, encore une fois, faut pas faire trop. Je ne pourrais pas essayer de faire trop de choses en même temps. Il faut faire comprendre et forcer les grosses plateformes américaines à ce qu'elles s'ouvrent pour être mesurées par des mesureurs. Et ensuite, naturellement, faites confiance aussi à mesureurs pour travailler d'arrache-pied sur ces sujets. Naturellement, on va arriver à des modèles d'attribution, mais first things first. Benoît, même question. Est-ce qu'à l'heure de l'omnicanal, il faut inventer un nouveau modèle d'omni-attribution ? C'est sûr que de la même façon que sur le online, il y a des solutions d'attribution multi-touch, on va dire, avec la contribution des différents leviers. Je ne vois pas pourquoi ce système ne s'appliquerait pas également au monde physique. Parce que c'est les mêmes problématiques, c'est les mêmes enjeux, c'est des parcours complexes, utilisateurs également. Maintenant, on a l'avantage de pouvoir mesurer les visites incrémentales en magasin. Et une visite incrémentale, elle est rattachée à un levier en particulier. Donc, normalement, si on est capable de faire une population test, une population contrôle pour un canal, et qu'on voit qu'entre ces deux populations qui n'ont pas de biais par ailleurs, il y a un incrément de visite sur une des populations, ça permet quand même assez bien d'identifier la contribution propre de ce levier-là. Donc c'est vrai que ça va mieux marcher pour des leviers très perf,
que pour des leviers plus branding, où la contribution, elle va se faire plus dans la durée, donc l'incrémentalité, on va dire, il y en aura peut-être moins, mais ce sera sur une plus longue période. Mais bon, on est quand même capable, du coup, de cette façon-là, d'avoir la contribution de chaque levier, quand c'est possible de faire des A/B tests. Vous le rappeliez, Thibaut est présent aux États-Unis depuis quelques temps. C'est un marché qui est assez mûr aussi en matière de drive to stock. C'est quoi les tendances sur ces questions de mesure, d'attribution Qu'est-ce qui émerge? Alors, c'est vrai que 2018, pour nous, ça n'aura pas été une année simple en France, mais c'est aussi l'année où on s'est lancé aux États-Unis, et on commence à avoir une bonne traction là-bas également. Et on peut dire que le marché américain est, je pense, un peu plus mature sur ces sujets-là que le marché français. Comme souvent dans le monde de la tech. Dans le drive to store, les Français n'ont pas été en retard. Dans le drive to store, les Français, on n'a pas été en retard, c'est vrai. Et d'ailleurs, on s'en sort très bien là-bas. Maintenant, sur la partie structuration du marché, typiquement quand on parle des tiers de confiance, aux US, il y a des acteurs comme Foursquare, comme Placed, qui sont là depuis un paquet d'années maintenant. Je pense qu'ils se sont même lancés avant que nous on se lance en France. Et donc ce qu'on voit là-bas, c'est vraiment que d'abord, il n'y a pas de standard non plus sur les mesures de visite. Il y a aussi des initiatives au niveau des lobbies, des organisations professionnelles pour mettre en place des standards, mais c'est pas beaucoup plus avancé qu'ici. Par contre, sur la façon dont c'est structuré le marché, aujourd'hui, il y a des tiers de confiance là-bas qui sont utilisés de manière quasi systématique. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Placed a été racheté par Foursquare récemment. Exactement. Donc Placed, en fait, c'était une boîte indépendante de tiers de mesure qui a été rachetée par Snapchat il y a 2 ans et demi. Et en fait, Snapchat a revendu Placed à Foursquare, là, il y a 2 mois. Et donc, en fait, ça fait Foursquare plus Placed devient vraiment l'acteur de référence sur la mesure et le tiers de confiance aux US. Et donc, en fait, aujourd'hui, on parlait de l'absence de standard, etc. C'est un peu ça qui structure le marché. Très bien. Il est déjà 10h25, je vais demander à tous les quatre un mot de conclusion. Stéphanie, alors la question comment mesurer l'impact du digital en l'absence de standard, ça serait quoi la réponse? En étant pragmatique, en avançant. Oui, en étant pragmatique, tout à fait, voilà, en mettant en place des méthodologies, en faisant du comptage, en mettant en place des standards qui sont nos standards à nous, en se créant nos propres benchmarks et en mesurant au plus près. Et puis surtout, je dirais, ce qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est le retour terrain, en fait. Le retour terrain, il est important parce qu'on doit pouvoir avoir des cohérences avec ce qui est ressenti en point de vente et pouvoir que ce soit accepté, que ce soit précis, que ce soit fiable. Très bien, merci Stéphanie. Et puis on invite tout le monde à s'acheter une Peugeot, une Citroën, une Opel ou une DS. Je n'ai pas oublié Marc, ça va? J'ai une belle promotion ce week-end dans le réseau PSA. Jordan, également un mot de conclusion. Nous, notre mot de conclusion, c'est chez Care Wavemaker, c'est de dire que c'est avant tout une problématique de distribution qu'une problématique de médias. Le média, c'est le prolongement, c'est l'analyse de ce qu'on va obtenir, des impacts, des activations, etc. Mais c'est avant tout une problématique de marque. Donc on est là pour accompagner nos annonceurs, mais sans une volonté de la marque de mesurer ces visites et ces ventes en magasin, on ne peut pas avancer. Le deuxième point, c'est continuons à travailler avec les partenaires, les mesureurs, les régies pour justement définir les KPI, définir les visites, définir les standards, définir les méthodologies de calcul d'uplift, puisqu'aujourd'hui on a une synchronisation des méthodologies à défaut d'avoir une synchronisation du mode de comptage, et continuons à tester et à créer un peu ces expériences. Très bien. Et on invite également tout le monde à se rendre dans le nouveau magasin Ikea Madeleine, avec un changement des horaires d'ouverture, si j'ai bien compris. Il y a trop de monde. Un peu moins de monde avant midi. D'accord, c'est l'occasion d'y aller pour s'acheter un petit meuble. Guillaume également, un mot de conclusion. Moi, je vous incite très bien à acheter des valises Beacon en masse, mais on les offre. Beaucoup les autres. Mon point, c'est de dire que pour nous, tout est drive to store. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vos produits sont vendus dans le monde physique, vos budgets médias, vos efforts médias doivent être en partie, pas uniquement, mais en partie jugés à l'aune du trafic en magasin. Campagne de branding, à la fin, c'est fait pour générer du trafic. Évidemment, il ne faut pas regarder que le trafic, mais il faut aussi et absolument le regarder. Et l'autre point, également sur la mesure du média, on n'a pas trop parlé, quand on a parlé des standards, on n'a pas évoqué le fait que
Le média doit être jugé à l'aune du trafic et pas à l'aune de l'achat. Le job du média, c'est de générer du trafic. Et si le consommateur a une mauvaise expérience en point de vente, c'est pas la c'est une responsabilité du média. information. C'est pour ça que ça ne vient pas remplacer l'analyse de l'achat. On peut prendre une décision véritablement éclairée en ayant les deux mesures. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut savoir qu'il y a eu un problème entre la venue et l'achat. Et le problème, il peut venir Par exemple, si je vais au Wiki à Madeleine et qu'il y a un produit qui est en rupture de stock, c'est pas de la faute du média. Non, ou par exemple, si Samsung génère du trafic à la Fnac pour sa télé 8K et que les vendeurs ne sont pas formés pour expliquer ce que c'est que le 8K à une période où il n'y a pas de flux 8K, pourquoi j'achèterais une télé 8K alors qu'il n'y a pas de flux 8K, il y a une réponse. Mais si les vendeurs à la Fnac ne sont pas formés pour la donner, le média peut pas porter le média va générer du trafic qui ne sera pas transformé en vente. Si vous ne regardez que les ventes, vous allez penser que votre média n'a pas fonctionné alors que ce n'est pas le cas. Donc il n'y a aucune chance pour le revenu sharing. Ça va peut-être un peu loin. On va repasser juste après, peut-être des sessions de questions-réponses, mais Benoît, peut-être un mot de conclusion également. Non, en conclusion, moi, ce que je dirais, c'est que effectivement, je partage complètement le point de vue de Guillaume sur le fait que quand on veut pouvoir mesurer l'impact de ce qu'on fait et comprendre si on a pris les bonnes décisions, c'est important d'être capable de mesurer la performance, tout simplement. Et je pense que ça permet aussi un peu de sortir du débat de telle data elle est mieux, mais telle data elle est moins bien, et en fait tel reach il est comme ci, etc. Finalement, en fait tout ça, on s'en fout. Ce qui compte c'est, enfin on s'en fout pas, c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière, mais ce qui compte c'est qu'est-ce que ça donne, quoi. Et finalement je pense que c'est ça qui fait la différence et qui permet de déployer les meilleures strates. Très bien. Et Timo sera évidemment aux côtés des annonceurs, des agences pour déployer ces solutions en France ou outre-Atlantique. Voilà, merci Jérôme. Merci à tous les quatre, on peut les applaudir.